Merci. Merci de votre accueil. Oui, effectivement, nous sommes dans la société du numérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moi, je vais commencer par 3 histoires. La première histoire se passe en 2001. Un riche Américain décide de consacrer sa fortune pour une utopie, ça c'est très américain. Et cette utopie, eh bien, c'est une encyclopédie dans Internet, qui s'appelle Nupedia. Et il l'a fait à la manière habituelle, c'est-à-dire qu'il fait appel à des experts, et simplement, eh bien, il n'a pas d'argent. Donc il dit aux experts, écoute, tu sais, dans Internet, il n'y a pas de modèle économique, donc tu écriras ton article, mais je ne te paierai pas. Or, s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais dire à un expert, c'est travailler gratuitement, puisque l'expert, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc au bout d'1 an et demi, il a 24 articles. Donc il se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Il s'apprête à déposer un peu le bilan. Quand son rédacteur en chef lui dit, écoute, je viens de voir passer un machin qui s'appelle un wiki, c'est tout nouveau, c'est un système d'écriture collaborative. Ce que je te propose, c'est pour soulager le travail des experts, en amont de Nupedia, on lance un wiki, on lance une autre encyclopédie qui s'appellera Wikipédia, mais qui ne servira qu'à amorcer la pompe. Et puis une fois que la pompe sera amorcée, on se débarrassera de Wikipédia et on continuera avec Nupedia. Aujourd'hui, nous sommes 12 ans après. Wikipédia, c'est 30 millions d'articles et Nupedia, c'est les 24 articles du début. Donc, on est dans un véritable basculement de modèle. Mais ce qui est intéressant avec Wikipédia, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le fait que ça soit une encyclopédie collaborative qui, je vous rappelle, a le même niveau de qualité ou de défaut que l'Encyclopædia Britannica. Ça a été montré ça en 2009. Ce qui est intéressant, c'est que Wikipédia, c'est 287 langues. En premier, bien sûr, l'anglais, en deuxième, le hollandais, en troisième, l'allemand, etc. Et puis nous trouvons en 17e position le catalan. Oui. Et puis nous trouvons des langues comme l'ouzbek, le tadjik, le comanche, le cheyenne. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les ouzbeks, les tadjiks, les comanches, les cheyennes, les peuls, les bretons, les corses, les catalans, tout ce que vous voudrez de langue dites rares ou de langue régionale, ont leur propre encyclopédie dans leur propre langue, qui n'est pas une traduction d'une encyclopédie occidentale. Et je pense que ça, on n'en est qu'au début de ce que ça signifie. Et je pense qu'on aura plein de découvertes sur cette véritable révolution. La deuxième histoire est beaucoup plus récente. Elle se passe vers 2012. Ce sont des gens, des universitaires en physique, qui conçoivent et qui construisent un prototype de montre, une montre totalement inhabituelle, puisque cette montre, c'est une plateforme. C'est une montre qui se connecte par Bluetooth à un téléphone portable. Et sur cette montre, on peut avoir, bien sûr, l'heure, mais on peut aussi recevoir des textos, on peut commander sa musique, ses MP3, et puis on peut faire plein de choses puisqu'ils la conçoivent dans un principe d'innovation ouverte. Donc n'importe qui peut développer une application pour cette montre. Et ils vont voir des investisseurs dans la Silicon Valley et ils se font, je dirais, rejeter par tous les investisseurs qui leur disent, grosso modo, oui, vous êtes bien sympa, mais enfin, vous savez, Apple va sortir la sienne, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Kickstarter. Kickstarter, je vous rappelle, c'est la plus grande plateforme de ce qu'on appelle le crowdfunding, de financement participatif. C'est une plateforme de don contre don, c'est-à-dire que vous déposez un projet sur Kickstarter et puis les gens vous donnent de l'argent contre ce qu'on appelle des goodies, donc don contre don. Donc ils vont sur Kickstarter, ils disent, voilà, on a besoin de 100 000 $, et puis on nous donne 30 jours pour avoir ces 100 000 $. Si au bout des 30 jours, on n'a pas les 100 000 $, eh bien sur Kickstarter, c'est annulé. Le premier jour, ils avaient 500 000 $, le 30e jour, ils avaient 10 millions de dollars. C'est le plus gros don sur Kickstarter. D'ailleurs, si aujourd'hui tous les grands noms comme Apple et les autres se bougent un peu, c'est qu'ils ont vu que des jeunes venus de l'université, des inconnus entre guillemets, étaient capables d'avoir 10 millions de dollars de dons pour construire une montre. La troisième histoire est un peu plus récente encore, et pour moi c'est la plus belle des trois. Je vais parler d'une enzyme qui est très importante parce qu'elle intervient dans le virus du macaque, du sida, le virus du sida du macaque, et que pour comprendre le sida chez l'être humain, il faut absolument passer par le macaque. Et vous savez, une enzyme, c'est très facile d'avoir son modèle en 2 dimensions, à plat, ça c'est
pas un problème, mais sauf que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir le modèle en 3 dimensions de l'enzyme. Et ça, c'est très compliqué. Et donc cette enzyme, ça fait 15 ans que les plus grands biologistes du monde entier se penchent dessus et essayent de trouver la formule en 3 dimensions. Et pendant 15 ans, ils n'y arrivent pas. Jusqu'à ce qu'un jour, l'université de Washington ait une idée. Et si on faisait jouer des joueurs en réseau? Si on prenait des gens, on leur dit, ben voilà, vous prenez un petit bout de l'enzyme et puis vous la bougez, vous bougez le modèle et puis nous, on calcule une fonction d'énergie et puis si vous améliorez la fonction énergétique, eh bien c'est bien. Et puis vous pouvez même coopérer, travailler chacun sur un petit bout de l'enzyme et puis quelqu'un sur un autre petit bout de l'enzyme. Eh bien imaginez une équipe de 20 joueurs qui, en 10 jours, a trouvé le modèle 3D de l'enzyme. Donc vous voyez, 15 ans de grands biologistes n'y arrivent pas, 10 jours de joueurs en réseau arrivent à trouver le modèle en 3 dimensions de l'enzyme, qui bien sûr a été validé après par les biologistes. Les joueurs, bien sûr, aucun n'est biologiste, hein, on trouvait même un garçon de 13 ans et un garagiste, d'ailleurs, parmi les joueurs en réseau. Alors qu'est-ce que ces 3 histoires illustrent? Elles illustrent finalement que le modèle de l'unicité de l'expert, hein, il n'y a que l'expert qui est capable de dire s'il faut financer, il n'y a que l'expert qui est capable d'écrire dans une encyclopédie, il n'y a que l'expert qui est capable de résoudre les formules d'une enzyme, eh bien ce modèle-là, aujourd'hui, est en train de finalement tomber devant la puissance de la mise en réseau d'Internet. Parce que tout ça, bien sûr, on a besoin d'un réseau, on a besoin de quelque chose qui s'appelle Internet. Alors Internet, moi, quand on me demande de résumer en une phrase qu'est-ce que c'est, Internet et le digital avec lui, je dis c'est ce qui permet de réaliser cette subtile alchimie qui consiste à passer d'une somme d'intelligence individuelle à une intelligence collective. Alors ça, évidemment, ça pose plein de choses. Hein. Pourquoi faut-il le faire? Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Ça, c'est très simple. Hein. Il suffit de regarder n'importe quel comité de direction d'une grande entreprise pour s'apercevoir que généralement, c'est bourré de gens qui sont individuellement extrêmement intelligents, extrêmement brillants et qui deviennent collectivement idiots. Ça arrive à peu près assez fréquemment. Ce qui est intéressant avec le modèle Internet, c'est qu'il montre aussi l'inverse. C'est qu'on voit des gens qui ne sont pas forcément des flèches, hein, qui peuvent être un gamin de 13 ans ou un garagiste, et qui deviennent collectivement intelligents. Wikipédia, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de prix Nobel qui est écrit dans Wikipédia. Ce sont des gens dits ordinaires, en tout cas pas des prix Nobel, mais qui sont tellement passionnés qu'ils sont animés par le désir de réaliser une œuvre collective qui soit de grande qualité. Donc vous voyez, on peut arriver à créer quelque chose collectivement d'intelligent. Alors pourquoi ça? Moi je crois que la réponse est simple. Nous sommes dans un vaisseau spatial de 7 milliards d'individus et que nos journées sont remplies d'interactions. Et que quand les journées sont remplies d'interactions, nous avons plus de collègues, plus de professeurs, plus d'élèves, plus d'étudiants, plus de clients, plus de partenaires, il y a plus de gens dans les rues, il y a plus de gens dans le métro. Et finalement, nous sommes dans un monde sous pression. Et un monde sous pression, c'est un grand chimiste qui s'appelle Ilya Prigogine qui l'a montré, eh bien ça se réorganise. Il faut absolument se reconfigurer pour résister à la pression. Et c'est exactement à quoi nous assistons aujourd'hui, avec surtout le rôle important de l'information. Si vous analysez les grands dysfonctionnements systémiques aujourd'hui, ce ne sont pas généralement les parties des systèmes qui dysfonctionnent, ce ne sont pas les gens qui sont idiots, on l'a vu, ils sont intelligents, ce ne sont pas les départements, ce sont généralement les interfaces, ce sont les frontières. Or, les frontières, c'est justement ce qu'Internet permet de réaliser, puisqu'il permet de faire circuler de l'information, je dirais, efficacement, entre des individus, et ça sans passer par des hiérarchies, directement dans ce qu'on appelle le peer-to-peer, le pair à pair, qui est véritablement le coup de génie de notre société. Alors, le numérique fait plein de choses fascinantes, mais parmi les choses les plus fascinantes, il y a tout ce qui touche à l'être humain et à la biologie. Nous avons aujourd'hui des découvertes biologiques extraordinaires dans tout ce qu'on appelle, bien sûr, toute la découverte du cerveau. Le cerveau n'étant plus objet de tabou, nous pouvons l'interroger, nous pouvons commencer à comprendre son fonctionnement. Et vous verrez tout à l'heure Idriss, avec qui j'ai fondé une entreprise qui fait des jeux basés sur ces choses-là, sur Kickstarter. D'ailleurs, nous venons de lancer un projet sur Kickstarter, mais surtout tout ce qui concerne l'humain augmenté.
L'humain augmenté, c'est quoi? Est-ce que quelque part, il peut y avoir une collaboration entre ce monde du numérique et l'être humain? Donc l'être humain augmenté, c'est des choses magnifiques, comme les exosquelettes pour les gens qui sont paralysés. Ben oui, si vous allez sur Internet, vous verrez des vidéos de gens qui étaient dans des chaises roulantes et qui d'un seul coup se remettent à marcher. Il y a même une femme qui a fait un marathon en 17 jours, hein, bon, mais quand même, hein, un marathon dans un exosquelette, c'est quand même extraordinaire. Et ce que disent d'ailleurs tous ces gens, c'est la même chose. Je peux enfin marcher dans le sable, dans la gadoue, dans la nature, ce qui leur était inaccessible, bien sûr, avec une chaise roulante. Mais l'humain augmenté, ça peut aller très loin. Peut-on augmenter nos capacités cognitives? Peut-on augmenter notre force, etc. Avec aujourd'hui des paradoxes amusants. Hein. À la fois, on s'intéresse à l'humain augmenté et puis à la fois, on veut arrêter le dopage dans le Tour de France. Ça me paraît un peu contradictoire puisqu'on parle tout à fait la même chose.